Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous parlons de romans, nous parlons d'immigration, mais également nous parlons de radicalisation avec ce roman de Dr Pakisba Ali Ouedraogo, Une lune rouge qui raconte l'histoire d'Ismaël, le réfugié. Docteur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindo. Merci de venir nous présenter votre premier roman d'ailleurs, paru en 2017 aux éditions Mercury. Mercury édition, si on peut le dire ainsi. Mais très rapidement, vous êtes médecin. Oui. Et vous êtes radiologue, médecin spécialisé en radiologie. Et vous avez fait vos humanités au Maroc, notamment, mais au Burkina Faso avant d'aller au Maroc. Oui. Et pour vous, la littérature, c'est une passion. Oui, merci M. Kindo, merci aux téléspectateurs. Oui, la littérature, c'est une passion qui remonte à très longtemps, depuis le primaire, le collège, et même pendant ses études de médecine. Et ça n'a jamais été en contradiction avec les filières scientifiques. Au contraire, ça permettait de pouvoir mieux appréhender les choses. Oui, devenu médecin aujourd'hui, vous estimez qu'on peut mieux soigner par les mots que par les seringues? Voilà, on doit tout associer parce qu'un patient qu'on n'a pas bien cerné, il peut refuser même qu'on s'approche de lui avec les seringues. Donc la littérature peut aussi nous aider à appréhender nos patients sur tous les plans psychologiques, sur le plan, on va dire, aussi philosophique, religieux, et lui expliquer mieux sa maladie et comment adhérer et pour qu'il puisse mieux prendre ses traitements, ses thérapeutiques. Tout à fait. Et en 2017, je le disais tantôt, aux éditions Mercury, vous avez publié ce formidable roman de 175 pages où vous racontez l'histoire d'Ismaël, le réfugié. Ismaël vivait quelque part au nord du Burkina Faso, pour ne pas dire au nord d'un pays imaginaire qu'on peut ramener au Burkina Faso. Et finalement, il était contraint de fuir après des attaques terroristes. Racontez-nous. Oui, ce roman parle à la fois de la problématique de l'immigration clandestine, mais il fallait que je parle de ce deuxième thème qui me tenait à cœur, l'insécurité, la radicalisation, le terrorisme, tout ça qui allait dans un même bloc. Et c'est pour ça que j'ai fait quitter Ismaël de son village après des attaques terroristes. Et après, il a fait le parcours des migrants pour arriver à Lyon où son oncle Mamoudou y résidait depuis près de 20 ans. Et pour ce parcours, il a dû passer par le nord, le Maroc et les camps de réfugiés en Espagne avant de pouvoir atterrir un peu tout le process, pour ne pas dire tout le circuit que les immigrés souvent parcourent pour arriver en Occident. Un très long, très dur circuit qui peut prendre des mois, voire des années, où ils mettent constamment, à chaque moment, à chaque minute, leur vie en danger. Si vous les voyez chargés comme du bétail à traverser le désert nigérien, c'est dangereux. Si on voit comment ils survivent au Maroc, en Libye, en Tunisie, avec la course-poursuite vers les policiers, avec les policiers qui tentent de les, on va dire, de les rapatrier, c'est dramatique. Après, la traversée de la Méditerranée aussi n'est pas quelque chose de gagné. Et une fois sur les rives espagnoles, italiennes, c'est pas aussi gagné. Il faudra entrer dans un nouveau pays. D'autres vont atterrir dans des camps de réfugiés. Certains vont essayer de passer dans des forêts, dans des endroits pas du tout classiques pour des êtres humains. Et avant d'atteindre leur but, la France, l'Angleterre pour certains. Et Ismaël a parcouru tout cela, il a été l'objet de tout ce périple, il a vécu ses péripéties. Oui, Ismaël a vécu ses péripéties et Ismaël est un chanceux. En griffe, il a pu, on va dire, réussir toutes ces étapes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, à chaque étape, il y a beaucoup qui perdent la vie.
Beaucoup qui meurent dans le désert. On a vu certains desséchés dans le désert, desséchés dans les voitures où il y avait des pannes. On a vu certains qui ont été pris à partie par des bandes armées en Libye, en Tunisie, et c'est frais dans les esprits, certains qu'on a attrapés, vendre en esclavage en Libye. Donc Ismaël, c'est le chanceux de cette histoire où, malgré tous ces péripéties, il a pu arriver à son but en France. Tout à fait. Mais, docteur, si vous le permettez, on va peut-être s'attarder, pas trop, mais un peu sur la région d'origine d'Ismaël. Dans le livre, vous le disiez si bien, c'est une zone où il y avait déjà de l'islam, mais c'est un islam qu'on peut dire entre griffes tolérant. Et finalement, les hommes du Cheikh al-Sourabi n'entendaient pas peut-être laisser régner cet islam tolérant. Ils ont voulu apporter un autre islam qui n'était pas du goût des populations. Oui, et tout le long de son parcours, que ce soit quand il était dans les camps de réfugiés ou bien une fois en Europe, Ismaël n'arrêtait pas de maudire ce Cheikh al-Sourabi. Pourquoi? Parce que dans sa région d'origine, dans toute cette zone, les gens ont été islamisés et ils vivaient en paix. Ils n'aspiraient qu'à pratiquer leur religion dans la paix. Une religion de tolérance, une religion qui leur permettait d'approcher leur Dieu et de vivre dans la paix les uns avec les autres, ce qu'ils ont fait depuis des décennies et des siècles. Et voilà que des individus sans foi ni loi viennent avec des théories funestes. Ils ont réussi à embrigader un certain nombre qui ont fait que s'aimer désolation dans le village et dans les régions avoisinantes. Ici, vous avez utilisé la fiction pour parler, somme toute, d'une réalité qui est prégnante aujourd'hui au Burkina Faso et dans la sous-région, oui, la radicalisation. La radicalisation, malheureusement, je disais que c'était la fiction, mais la réalité dépasse de loin les quelques mots qu'on a pu utiliser pour décrire cet état de fait. Voyons que au nord du Burkina, au Mali, un peu partout, ces vendeurs d'illusions, ces funestes personnages ont essayé d'embrigader la tête de beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Et certains croient apporter, je souris, apporter la charia ou on ne sait quoi dans ces régions où les gens étaient déjà en paix avec leur Dieu, en paix avec les uns avec les autres et n'aspirent qu'à vivre en paix. Et malheureusement, ce problème, il est d'actualité, il est prégnant et même quand, je dirais qu'on le sous-estime. Tout à fait, parce que vous l'avez dit, c'est sur un terreau de misère, c'est sur un terreau de pauvreté et d'indigence que souvent se développe cette radicalisation. Parce qu'Ismaël n'avait pas de boulot, il était obligé d'immigrer. Mais bien plus que Ismaël, beaucoup d'autres jeunes de son âge, de sa promotion, dans la région que vous avez décrite dans le roman, sont également en proie à ce sous-emploi, à ce manque d'emploi, à ce chômage, et donc sont facilement des proies faciles pour ces terroristes, pour ces intégristes. Malheureusement, c'est un terreau qui est fertile, un sous-emploi chronique, un désœuvrement qui fait que ces jeunes tombent dans ce piège. Ce n'est pas pour excuser quoi que ce soit, c'est pour tenter de trouver des explications pourquoi ces phénomènes ont pris de l'ampleur. Se demander des jeunes bien éduqués avec un emploi stable, est-ce que facilement des jeunes de ce genre pourraient succomber à ces folies? Peut-être, mais je ne crois pas avec toute cette ampleur comme ça s'est passé ou ça se passe dans nos régions jusqu'à aller au Nigeria où des sectes comme Boko Haram ont pu faire régner leur terreur pendant des décennies. Oui, justement. Et ici, dans le roman, le romancier ne se pose pas en donneur de leçons, il ne se pose pas non plus en objecteur de conscience. Il pose le problème, il relate des faits, et à chacun de se faire son opinion
par rapport même à la question de la résolution de ces questions de radicalisation, d'intégrisme, qui touchent beaucoup plus la jeunesse au sud du Sahara. Oui, merci. Effectivement, c'est une ligne conductrice que je m'étais fixée dans ce roman, ne pas être donneur de leçons. Les gens sont de plus en plus imperméables aux donneurs de leçons. Les gens veulent appliquer, et c'est normal, leur libre arbitre. Dieu, en nous créant, a insisté et a donné ce libre arbitre, et les gens tiennent à l'utiliser. Maintenant, je mets pour chaque question abordée dans le roman, souvent les deux facettes du problème. Et voilà, en lisant, chacun peut se faire son idée et changer d'idée ou pas, et essayer de connaître aussi les autres idées à côté du problème. Tout à fait. Et donc, en revenant à la vie de Ismaël, il a dû s'exiler pour fuir les attaques du cheikh Al-Sourabi, Al-Sourabi qui a envahi sa région d'origine. Il s'est donc exilé en Europe. Il est allé à la recherche de son oncle, tonton Mamoudou, qui vit en France. Oui. Et finalement, arrivé en France, il était confronté également à la précarité. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de boulot, et finalement, c'est comme s'il a quitté une situation A pour se retrouver dans une situation B similaire. Voilà, justement à la fin, ce qu'on pouvait retenir, c'est que ici, c'est pas l'enfer, et là-bas, c'est pas le paradis. En fait, je disais qu'Ismaël était un chanceux en griffe parce que je tenais à ce qu'il arrive en Europe, à ce qu'il ait du boulot, et à ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas le paradis fantasmé depuis nos contrées. Et il l'a fait, il a vu la rudesse du climat, il a vu les difficultés pour avoir des papiers en bonne et due forme, il a vu aussi la difficulté des boulots que ces genres de papiers permettaient aux migrants d'avoir. Comment il était vigile dans un centre commercial, comme il devait travailler très durement du matin jusqu'au soir, et le peu qu'il gagnait ne lui permettait pas de pouvoir déménager de chez son oncle, ne lui permettait pas de faire venir sa famille en France. C'est ce qu'il imaginait en partant, avoir un bon boulot, être comme Mamoudou, être bien, faire venir sa famille, et voilà. Parce que de là, de son village, quand tonton Mamoudou venait régulièrement, et il était marié à une blanche, vous voyez, les blancs ont beaucoup d'argent, Mamoudou est bien, il doit avoir des milliards là-bas. Il s'est rendu compte que tonton Mamoudou travaillait très très durement. Malgré ses 60 ans, il travaillait durement. Sa femme n'avait pas l'argent comme ce qu'il imaginait. Et ça, j'ai essayé de mettre ça en place à partir... Pas que j'ai vécu la vie d'Ismaël, non, j'ai été en France comme étudiant en médecine interne, mais j'ai discuté avec des Ismaël là-bas, j'ai vu la vie de ces personnes là-bas. Donc je tenais à coucher ça sur papier pour qu'un candidat à la migration, s'il lit ce roman, peut-être, et sûrement ça ne va pas le bloquer, mais qu'il sache que ce n'est pas vers le paradis, il s'envole directement. On quitte son pays pour retrouver la quiétude ailleurs, comme en France. Ce n'est pas évident que la quiétude puisse être au rendez-vous. C'est ce que vous voulez nous dire dans la lune rouge. C'est très loin d'être évident, et les exemples sont légion. On voit des personnes qui n'ont pas où loger et qui se retrouvent dans des abris de fortune, que ce soit dans les banlieues parisiennes ou dans toutes ces villes. Ça, c'est pour les plus chanceux. Oui. Les autres, c'est dans la forêt souvent, et à courser contre la police, à mendier. Voilà, en Italie, au niveau des stations balnéaires, c'est envahi de migrants, pareil qu'en Espagne, et ils sont obligés de prendre la main. La lune est rouge, oui, parce qu'elle est une lune de désespoir. Exactement. Ismaël a pu décrocher la lune, parce qu'après avoir traversé le Niger, le Maroc, survécu dans la Méditerranée, survécu dans le camp de réfugiés, arrivé chez son oncle, il a décroché la lune. Mais c'était malheureusement une lune rouge de désespoir, comme il s'est rendu compte. Donc c'est d'où vient le titre, entre autres, de ce roman. Et ce désespoir également s'est renforcé quand il a vécu les attaques
à Paris, comme pour dire que ce n'est pas que seulement au nord du Burkina Faso qu'on attaque, que des terroristes attaquent, mais également là où il avait souhaité retrouver la quiétude, là-bas aussi, comme vous l'avez dit, n'est pas le paradis. Exactement. Il rentre dans le train la première fois, il voit des militaires surarmés patrouiller, on lui dit non, il y a eu des attaques une fois dans le train, il est surpris, il est choqué. Ah bon, il y a des hommes d'Al-Sourabi aussi par ici, qu'est-ce qu'ils veulent? À son boulot, un beau matin, on lui annonce qu'il y a un fou qui a foncé dans la foule à Nice, qui a tué beaucoup d'innocents. Là aussi, il est choqué. On lui rappelle qu'il y a eu plein d'attentats à Paris, des gens qui ont tiré à vue sur des personnes assises au niveau des cafés en train de profiter tout simplement de leur fin de soirée. Il se rend compte qu'on est à l'abri et nulle part. Et pour vous, ce roman, c'est un peu comme un appel à la prise de conscience. Exactement. Mais bien plus, c'est un appel au réalisme tout court. C'est un appel au réalisme, à la prise de conscience, et ce que j'ai déploré dans le roman sur certaines pages, c'est un peu une certaine torpeur que on va dire, nos dirigeants, nos dirigeants, avons face à certains problèmes. Je parle même pas du problème de l'immigration qui est peu évoqué, où on a peu de regard là-dessus. À la limite, on se dit que ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir, ça nous fait moins de problèmes. Mais quand on vous lit entre les lignes, on voit ici qu'il y a une sorte de dénonciation de la gouvernance sous notre république, qui oui, pas son nom. Oui, il y a une dénonciation, et pour revenir à l'autre problème, que cette gouvernance semble, on va dire, prendre à la légère. Je ne parle pas de mon pays, je parle aussi de tous les autres pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce problème du terrorisme. Ce roman, c'est une fiction. Je l'ai écrit en 2016, publié en 2017. Il abordait le problème justement des déplacés internes, mais sous forme de fiction. Mais la réalité a dépassé de loin ce que j'ai décrit ici. Je m'étais basé sur ce qui se passait un peu au Mali. On est resté plus ou moins apathique. Les choses nous ont dépassés. Et ce que je déplore, c'est que les pays africains, ouest-africains, on est encore plus apathiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le Mali, quand le Mali était attaqué, on a mis beaucoup de temps à essayer de monter des forces d'intervention, on a fait des réunions, ça a traîné. Et un beau jour, les djihadistes veulent foncer sur Bamako, c'est là où voilà, Hollande a pu rapidement l'armée française intervenir. Ça ne nous a pas servi de leçon. Le Burkina est envahi, les djihadistes qui descendent vers le Togo ou le Bénin sont ramenés. Et pendant ce temps, il n'y a pas cette armée ouest-africaine qui va très vite prendre le problème à bras le corps. La Côte d'Ivoire touchée il y a quelques semaines. Voilà, il faut que... On arrête avec cet attentisme. Voilà. De la même manière que le Covid, on l'a géré, les États ont trouvé des centaines de milliards en quelques semaines. Pourquoi pas ce problème-là avec cette célérité? Je me dis que les gens qui sont à Djibo, si on leur demande de choisir entre... Djibo, c'est un peu le nord du Burkina. En proie également à des attaques terroristes. Terroristes et à un blocus qui ne dit pas son nom. Si on leur demande de choisir entre, on va dire, un couvre-feu lié au terrorisme et ce qu'ils vivent, et un couvre-feu lié au Covid et ce qu'ils vivent aujourd'hui, je pense que beaucoup vont préférer le Covid. Voilà, que ce qui s'est passé pour le Covid, on s'en serve et puis on fonce rapidement pour essayer de nous débarrasser de ce problème, parce que dans 3 ans, on ne sait pas, dans 2 ans, on ne sait pas, devant cet attentisme, où on sera. Oui, donc, docteur Ali Pakispa Ouedraogo, vous y dénoncez ce manque de vision de nos gouvernants, mais vous nous ramenez aussi à notre responsabilité tout court de citoyens de ces pays-là, de pouvoir se dire que nous devons compter pour le développement de nos pays. Exactement. Quand Ismaël, avec son compagnon de voyage, Abdou, ils étaient bloqués dans le camp de réfugiés, se disaient, wow, avec tous ces millions que nous avons mis, toute cette énergie que nous avons mis pour ce voyage, qu'est-ce que nous n'allions pas pouvoir faire, que ce soit au Burkina ou que ce soit à Abidjan, à la limite. Les citoyens, beaucoup pensent que, voilà,
le paradis c'est ailleurs, on attend, c'est peut-être ça vient des dirigeants et on va prendre de l'énergie, de l'argent pour voilà, aller vers des fantasmes, alors qu'on peut mettre cette énergie, cet argent pour des petites affaires, des petits commerces, des petits élevages et créer le paradis que nous espérons ici. Oui, et votre roman, d'un point de vue de sa structure, il est écrit dans un style simple, Oui. sans être simpliste. Oui. Et peut-être que c'est le médecin qui prescrit les ordonnances. Oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai utilisé un peu le style des radiologues. Nous faisons des comptes rendus chaque jour pour nos examens de radio, d'échographie, de scanner. Souvent, on utilise le dictaphone qui nous permet de pouvoir aller vite et bien. Et c'est ce que j'ai utilisé pour ce roman. Après, voilà, j'ai essayé de le coucher sur écrit et de corriger. Mais je suis On a lu des phrases courtes avec des phrases un peu longues comme pour donner du rythme à l'histoire qui est racontée. Et puis il y a également cette force de la narration, la description. C'est comme si on y est. Quand on voit un peu les péripéties qu'Ismaël a vécues dans les camps de réfugiés. Oui, j'ai pris goût vraiment à essayer d'être précis à certains moments, à faire que le lecteur sente comme s'il était sur le bateau, au milieu des vagues, ou bien qu'il partage un peu le calvaire des migrants dans ces camps de réfugiés, ou l'émerveillement d'Ismaël quand il découvre la terre européenne une fois libre en quelque sorte. Voilà, j'ai essayé avec ces détails, j'ai pris plaisir à cela. Oui, docteur, quand quelqu'un souhaite avoir ce livre à Ouaga par exemple, où est-ce qu'il se rend? Oui, à la librairie Mercury et à Jeunesse d'Afrique, dans les stations Total, tout en précisant qu'actuellement on attend la réédition. Et je pense que d'ici là... Parce que nous sommes en rupture. Exactement, nous sommes en rupture. Il y a la Côte d'Ivoire qui a pu, on va dire, certains collèges catholiques là-bas qui avaient pu commander quelques exemplaires qui étaient intéressés. Donc ça a vite fait la rupture. Oui. Et après ça, peut-être que la littérature vous tente toujours un projet? Oui, des projets. J'ai commencé, j'essaie de trouver le temps pour poursuivre. Des romans, toujours, des romans, bien sûr, la politique. On va essayer dans le même style, sur le style, on va dire, romanesque, de dire aussi les choses réellement. Parce que bon, ce style permet d'avoir une certaine liberté. Et pourquoi peut-être pas nous raconter aussi la vie du médecin que vous êtes, mettre en scène sa propre vie. Ça nous permet de comprendre, ça nous permet d'aller en immersion. C'est vrai que l'idée était venue à un moment et d'essayer de raconter, on va dire, à travers le parcours d'un patient, un peu ce que nous vivons. Tout ça, c'est un ensemble d'idées. Nous espérons trouver un peu des interstices de temps, parce qu'actuellement aussi, je suis enseignant à l'université de Ouayouga et trouver le temps entre les articles, les soins et la littérature, c'est pas évident, mais bon, on s'y essaie. Merci à vous, docteur Pakisba Ali Ouedraogo. Juste un mot sur votre nom, Pakisba. Oui. En Moré, c'est celui qui... Il ne les a pas contredits. À Pakisba, quand on veut contredire qui ils sont, mais Pakisba, il ne les a pas contredits. C'est le nom de mon arrière-grand-père qu'on m'a donné et dont je suis tellement fier et je l'ai donné aussi à mes enfants. Merci à vous, Pakisba Ali Ouedraogo, d'être passé nous présenter votre roman, le premier d'ailleurs, Une lune rouge, qui raconte l'histoire d'Ismaël, le réfugié. Merci beaucoup, M. Kindo. Merci pour l'amitié que vous nous faites. Merci. Voilà, on s'arrête là pour cet écrit de ce soir. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.